et avait même déposé plainte contre Anne-Claire. On était, je pense, au-delà des problèmes de couple qui peuvent se poser habituellement. On était d'une certaine manière autour d'un harcèlement, et pour mettre fin à ce comportement, Christophe avait d'abord fait la démarche de déposer plainte auprès des services de gendarmerie, et puis d'autre part, il en avait parlé aux membres de sa famille. Et le fait qu'il ait pu dire « j'ai peur pour moi et j'ai peur pour ma fille », c'est quelque chose qui les a, à l'époque, alarmés, et qui les a encore plus alarmés lorsqu'ils se sont rendus compte que ce père et sa fille avaient disparu. Anne-Claire aurait-elle mal supporté la séparation au point d'être impliquée dans cette double disparition? Les gendarmes s'interrogent, d'autant que son comportement après leur rupture est sans équivoque. Elle va le mettre à la porte et il va se retrouver obligé de dormir dans sa voiture. Il va être à la rue. Alertée par cette situation préoccupante, Suzanne, l'employeur de Christophe, va alors lui venir en aide. Je lui dis comment dormir dans votre camionnette. Oui, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai l'habitude. Je lui dis, moi ça je ne peux pas l'entendre. De vous imaginer dormant dans la camionnette au pied de ma maison, alors que moi je serais au chaud. Moi je lui dis, j'ai un lit à vous proposer, j'ai un cabinet de toilette complet. Si vous êtes d'accord, il dit oui. Mais quelques mois après l'emménagement de Christophe, Anne-Claire décide de rendre une petite visite à Pascal, le fils de Suzanne. Je vois une dame arriver que je ne connaissais absolument pas. Et là, elle s'est présentée en disant qu'elle était l'ex-compagne de Christophe. Et elle m'a dit qu'elle venait simplement pour me mettre en garde des dangers qu'encourait ma mère. Elle a sorti un ordinateur en me présentant une clé USB comme étant une clé USB qu'avait oublié Christophe. On a ouvert le dossier et là, on a vu une vidéo de Christophe habillé en femme avec une perruque dans la salle de bain de là où vit ma mère. Mais ce n'est pas tout. Anne-Claire assure également à Pascal que Christophe est en train de préparer un mauvais coup à Suzanne. La première réaction de ma mère a été de me dire « mais tu sais, cette femme est folle ». J'ai dit « c'est sûr, Christophe a pu te dire que cette femme était folle, mais maintenant juge vis-à-vis des pièces que je t'apporte ». Et là, elle a fait comme moi. Elle est tombée de branche en branche de l'arbre jusqu'à être assommée par ce qu'on m'avait annoncé, que je lui annonçais et qui paraissait incroyable. Sans plus attendre, Suzanne décide de renvoyer son jardinier qu'elle appréciait tant. Je lui dis, Christophe, vous venez de me faire vivre des événements horribles. J'en suis malade. Et c'était vrai. Je ne veux plus jamais ni vous voir, ni même vous entendre. Et j'ai raccroché, ça a été terminé. Mais alors, Anne-Claire, qui a provoqué le licenciement de Christophe, serait-elle allée encore plus loin? Est-elle responsable de la double disparition? Et quels sont les secrets de cette femme? À Toulouse, suite aux récentes révélations au sujet d'Anne-Claire, l'ex-compagne de Christophe, les gendarmes de la section de recherche décident de la convoquer. C'est une audition comme simple témoin, mais très vite les gendarmes comprennent qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Ils s'aperçoivent très vite que c'est quelqu'un qui a un côté dominateur et sûr d'elle. Elle est presque un peu trop méprisante. Mais faute de preuves, les enquêteurs sont dans l'incapacité de la placer en garde à vue. Les gendarmes toulousains décident néanmoins de suivre leur instinct et de fouiller le passé de cette femme de 57 ans. C'est quelqu'un qui a un parcours aussi de vie un peu chaotique. Elle est certes infirmière, mais elle est passée par plusieurs établissements auparavant, à la fois dans l'Aude, dans les Hautes-Pyrénées, en Haute-Garonne. Voilà, elle ne reste jamais très longtemps quelque part. Elle est assez instable. Une instabilité professionnelle, mais également sentimentale. Les gendarmes vont s'apercevoir qu'Anne-Claire, eh bien, elle a eu
plusieurs amants dans la région et que à chaque fois, les séparations ont été extrêmement difficiles, douloureuses, violentes et parfois inquiétantes pour les hommes. Cette femme, adepte des clubs libertins, serait une véritable croqueuse d'hommes. Depuis sa rupture avec Christophe, Anne-Claire est en couple avec un nouvel amant, un homme de 47 ans, que nous appellerons Pierre-Alain. Au cours du printemps 2017, elle a un nouvel amant, un cascadeur automobile qui est aussi mécanicien d'ambulance. Ces deux-là ont une relation alors que ce cascadeur a une femme, qu'il est marié, qu'il a 3 enfants. Il a un fort tempérament au niveau des cascades, c'est quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux. Mais dans la vie de tous les jours, c'était quelqu'un d'équilibré, quoi. Je l'ai jamais vu s'énerver, jamais une parole plus haute que l'autre. Je sais pas comment expliquer, c'était quelqu'un qui était vraiment droit, quoi, toujours égal à lui-même, quoi. Si l'homme semble être à l'abri de tout soupçon, les dernières investigations des gendarmes sèment le doute. Les enquêteurs ont pris l'initiative de comparer les bornages téléphoniques de Pierre-Alain et d'Anne-Claire à celui du numéro anonyme retrouvé dans le répertoire de Christophe. Avec un recoupement d'informations issues de l'emploi du temps des uns et des autres, ils ont pu être capables de déterminer que l'ex de Christophe et son nouveau compagnon, en tout cas son nouvel amant, étaient ensemble au moment où le coup de fil a été passé dans la zone qui correspondait au bornage de la ligne en question. Les deux amants seraient donc à l'origine de l'appel passé à Christophe depuis un téléphone prépayé le jour de sa disparition. Cette ligne anonyme a d'ailleurs borné dans le même secteur où a été retrouvée la voiture calcinée du père de Célia. Donc ce deuxième suspect va lui être aussi passé au crible. Il va être écouté, balisé, surveillé. C'est la stratégie. Voilà, c'est la stratégie de mettre en place une sorte de bulle de surveillance autour de ces deux personnages. Alors, la stratégie des gendarmes sera-t-elle payante? Les amants sont-ils réellement impliqués dans la double disparition? Et surtout, quel pourrait être leur mobile? À Toulouse, 6 mois après la disparition de Christophe et de Célia, les enquêteurs de la section de recherche n'ont plus aucun espoir de les retrouver vivants. Depuis 6 mois, ni les comptes bancaires, ni la carte vitale, ni les téléphones du papa et de la fille n'ont donné aucun signe. Les gendarmes attendent des réponses. Le 12 juin 2018, ils décident donc de placer Anne-Claire et Pierre-Alain en garde à vue. Alors qu'il manque d'éléments matériels pour confronter les deux amants, les enquêteurs mettent toutes les chances de leur côté. Les gendarmes ont préparé leur interrogatoire. Ils ont fait appel à des psychologues de la gendarmerie qui vont les aider à construire l'interrogatoire. Mais elle ne flanche pas. En garde à vue, Anne-Claire ne doute de rien, ne démord pas de sa version, n'a rien à voir avec cette histoire. Elle se montre inflexible. Si Anne-Claire nie tout en bloc, son amant finit par craquer après une longue nuit d'audition. Au cours des premiers aveux, il dit qu'effectivement, il s'agissait de punir Christophe, d'avoir menacé Anne-Claire et de lui donner une bonne correction. Face aux révélations de Pierre-Alain, Anne-Claire est poussée dans ses retranchements. Elle va finir par avouer en fin de journée, elle aussi, avoir participé à la mise à mort. À partir des auditions des deux amants diaboliques, les enquêteurs vont essayer de remettre les pièces du puzzle dans l'ordre et de comprendre les circonstances des meurtres. Pierre-Alain et Anne-Claire ont attiré Christophe sur un faux
rendez-vous parce que lui, il a besoin d'argent, il a besoin de travailler, et il a besoin de payer son loyer. Pierre-Alain qui veut jouer les matamores, les amants protecteurs, évidemment, il va se plier au desiderata de sa maîtresse. Christophe se fait recevoir à coups de barre de fer, ni plus ni moins. Il se fait lyncher et il décède. Pierre-Alain explique aux enquêteurs qu'il a ensuite entendu des cris provenant de la voiture de Christophe. C'est Célia. Elle vient d'assister, impuissante, au lynchage de son père. Pierre-Alain parvient à rentrer dans le véhicule, à maîtriser Célia, à la ligoter, à la mettre dans le coffre de ce véhicule. Pendant 20 minutes, les amants se demandent quel sort ils vont réserver à Célia. La laisser partir ou la tuer. Donc ils vont décider de liquider, malheureusement aussi, Célia. Pierre-Alain l'a fait sortir de la voiture, il l'a fait marcher devant lui, il l'a fait mettre à genoux et il lui tire dans le dos, dans la nuque pour l'exécuter et il va la cacher sommairement sous des branchages en contrebas d'un chemin. Après leurs aveux, Anne-Claire et Pierre-Alain conduisent les gendarmes sur les lieux du crime. Accompagnés par une équipe cynophile, les enquêteurs parviennent à retrouver le corps de Célia, puis celui de Christophe, au fond d'un puits. Lorsque le père est retrouvé, il est attaché avec des sangles pour s'assurer qu'en définitive, elle ne soit pas en capacité de ressortir du puits en question. Mais alors, le meurtre de Christophe était-il prémédité? Et surtout, quelles sont les raisons qui ont poussé Anne-Claire et Pierre-Alain à commettre un tel crime? À Toulouse, le mercredi 13 juin 2018, suite à de nouvelles révélations au cours de la garde à vue des deux accusés, le meurtre de Christophe vient de prendre une toute autre dimension. Pierre-Alain et Anne-Claire ont monté un traquenard, un guet-apens mortel de la pire espèce. On est dans une véritable organisation criminelle. On est dans un assassinat. Tout est prémédité. Il faut quand même savoir qu'ils avaient repéré les lieux dès le printemps 2017. Ils étaient retournés même en octobre 2017 pour repérer les lieux, mesurer les endroits, savoir si le corps passait. Donc voilà, tout est prémédité depuis plusieurs mois. Le soir même, les deux co-accusés sont mis en examen pour assassinat et incarcérés dans la région toulousaine. Pourtant, de nombreux mystères demeurent, à commencer par le mobile d'Anne-Claire. Il y a eu l'hypothèse d'une dette d'argent qu'elle aurait voulu récupérer. Il y a l'hypothèse d'une jalousie exacerbée qui l'aurait poussée à vouloir éliminer son ancien amant. Il y a beaucoup d'hypothèses possibles. Des hypothèses, mais également des zones d'ombre qui attendent encore d'être éclaircies. Comment a-t-elle fait pour convaincre son ancien amant d'aller aussi loin? Où sont les armes? Est-ce qu'elles sont retrouvées un jour? Et qui a décidé d'éliminer Célia dans la foulée? Et je pense que le point d'interrogation principal, c'est la personnalité de celle qui a été mise en examen. La pierre angulaire de cette procédure, c'est la personnalité de cette personne. Comment son parcours, les relations qu'elle a pu entretenir avec ses anciens compagnons seront des éléments déterminants pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et ce qui s'est passé dans la tête de cette personne et de celui qui l'a accompagné. Aujourd'hui, 10 mois après les meurtres de Christophe et de sa fille Célia, leurs proches sont toujours sous le choc. Tous leurs espoirs de connaître un jour la vérité reposent sur le procès aux assises. Je ne peux pas intégrer le destin qui les attendait. C'est l'horreur absolue et ça me réveille la nuit, ça me hante. Voilà. Le temps fera son œuvre. Pour l'instant,
il ne l'a guère fait.